Demande à descendre pour approche finale. Un Boeing 737 se dirige vers un aéroport brésilien proche de l'Amazone. On n'était pas censé atterrir à Belém? On y est presque. Mais le vol 254 de la Varig n'atteindra jamais sa destination. Quelque chose a été complètement de travers. Il n'y a pas d'éclairage. 54 personnes et un avion de ligne ont disparu sans laisser de traces. Quand l'avion ne s'est pas présenté, l'alerte a été lancée. Ils ont rejoint la zone où il s'était signalé, mais ils n'étaient pas là. La traque de l'avion disparu Voici le secteur de recherche. va mener à une découverte stupéfiante. Je n'arrive toujours pas à y croire. À la fin des années 1980, le Brésil est un pays en transition. La plus grande nation d'Amérique du Sud se prépare à sa première élection présidentielle en près de 30 ans. Mais aujourd'hui, tous les regards se tournent vers une autre compétition. Des millions de Brésiliens croisent les doigts pour que leur équipe de football l'emporte sur le Chili en match de qualification pour la Coupe du Monde. Ce match était très important. Si le Brésil perdait, le pays allait manquer pour la première fois une Coupe du Monde. À Rio, le match est sur toutes les lèvres. Il en va de même à plus de 1500 km sur l'aéroport de Marabá, où l'équipage du vol 254 de la Varig s'apprête à décoller. Vérification extérieure effectuée. Alors, Nilsson, vous pensez que le Chili a une chance? Quand il y a une Coupe du Monde au bout, personne n'a ses chances contre le Brésil. Le vol 254 fait la liaison entre la ville minière de Marabá et Belém, sur l'estuaire de l'Amazone, dans le nord du Brésil. L'équipage vérifie les données météo et enregistre le cap à suivre. Les 737-200 étaient des avions d'ancienne génération. Ils ne disposaient pas des calculateurs de gestion de vol modernes. Ils avaient recours à des aides à la navigation depuis des stations radio basées au sol. Il y a 48 passagers à bord. Parmi eux, Carlos Siqueira. J'étais en congé. Je travaillais pour une société minière à Marabá. Et je rentrais chez moi à Belém. C'est parti. César Garcés est aux commandes, assisté de son copilote Nilsson Zil, qui surveille les instruments de vol. V1. Rotation. À 17h35, le Boeing 737 quitte le sol. C'était un vol de routine. Le ciel était dégagé. Il n'y avait aucun souci de météo. Il n'avait aucune raison d'être inquiet. Le vol doit durer moins d'1 heure. Depuis que je travaillais à Marabá, je prenais cet avion à peu près toutes les 3 semaines. Au bout de 23 minutes, l'ordinateur de vol indique au commandant de bord qu'ils approchent de Belém. Cet avion disposait d'un calculateur de performance dans lequel ils pouvaient entrer la distance à parcourir et ce qui leur permettait d'économiser du carburant. On y est presque. Les pilotes essaient de contacter les contrôleurs au sol. Belém, ici Varig 254. Demandons à descendre. Bizarrement, la tour de contrôle ne répond pas. Belém, ici Varig 254. Belém, vous me recevez? Je vais essayer. Belém, ici Varig 254. Les pilotes ont dû être surpris. Leur radio était-elle en panne? Pourquoi ne pouvaient-ils pas parler au contrôle aérien? C'est bizarre. Quoi? On ne reçoit pas de signal.
Les aéroports sont équipés de stations de radiophare omnidirectionnelles VHF, aussi appelées stations VOR. Elles émettent des signaux que les avions suivent jusqu'aux pistes d'atterrissage. Je ne capte rien. Le Varig 254 ne reçoit pas de signal en provenance de Belém. Je vais appeler la tour en HF. Le commandant fait passer sa radio en haute fréquence et réessaie d'établir le contact. Tour de Belém, ici Varig 254. Ils n'arrivaient pas à contacter le contrôle aérien avec leur système de communication VHF. Ce sont des choses qui arrivent. Et dans ces cas-là, il faut utiliser des systèmes à portée beaucoup plus longue. Tour de Belém, ici Varig 254. La stratégie fonctionne. Varig 254, ici Tour de Belém. Quand vous approchez de votre destination, vous réglez votre système de navigation sur ce radiophare au sol. Belém, on est en approche, mais on n'a pas de station VOR. Elle est en panne? Négatif, 254. Ça doit venir de vous. Là, leur avion ne recevait pas de signal. Entendu. Et ils ont fait ce qu'on appelle de la navigation à l'estime. Le commandant consulte son calculateur de performance et calcule à quelle heure ils arriveront à destination. Belém, on est à 25 minutes. Demande à descendre pour approche finale. 5 sur 5, Varig 254, passage au niveau de vol 200 autorisé. Le contrôleur autorise l'équipage à descendre à 20 000 pieds. Niveau de vol 200, Varig 254. En l'absence de radar, les contrôleurs aériens séparent les avions par horaire. Du coup, les comptes rendus de position ont une importance capitale. Et si vous vous apercevez que votre estimation doit être révisée de plus de 3 minutes, vous devez informer la tour de contrôle de cette évolution. L'avion ne devrait pas tarder à rejoindre l'aéroport. Pendant que l'avion descendait, tout semblait normal. Une fois l'avion sous les nuages, le commandant cherche les lumières de Belém. En sortant des nuages, ils s'attendaient à voir un terrain familier. Où sont les éclairages? Ils pensaient voir l'aéroport Où sont les pistes? et aligner l'avion avec la piste d'atterrissage visuellement. Mais ils ne voyaient rien. Il n'y a qu'une masse obscure à perte de vue. Tout le monde a commencé à se demander où il comptait atterrir s'il n'y avait pas de piste. Belém n'était pas là. On n'était pas censé atterrir à Belém. La panique a commencé à envahir l'avion. Les gens demandaient pourquoi on n'atterrissait pas à Belém. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu. Je crois qu'on a dépassé l'aéroport. Les pilotes pensent avoir identifié le problème. Le calculateur de performance indique qu'ils ont dépassé l'aéroport d'une 50aine de kilomètres. Vous voulez faire un 180? Oui. Virez à droite en mettant le cap à 090. Virage à droite. Cap à 090. Les pilotes se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur de navigation. À présent, il fallait qu'ils trouvent l'aéroport et qu'ils atterrissent. Le pilote ne nous a rien expliqué. Il s'est contenté de faire demi-tour. Et il faisait déjà nuit. Belém, nous sommes tout prêts. Demandons autorisation de descendre au niveau de vol 40. 254, autorisation accordée, niveau de vol 40. Le contrôleur aérien autorise l'avion à descendre à 4000 pieds. Le commandant s'attendait à atterrir à Belém dans les 5 minutes. Sur le terrain, le Brésil a pris l'avantage. La qualification pour la Coupe du Monde est en vue. Mais dans les airs, Toujours pas d'éclairage. l'équipage du Varig 254 ne voit toujours pas la piste d'atterrissage. Leurs actions indiquent qu'ils ont mis du temps à comprendre qu'ils n'étaient pas là où ils croyaient. Niveau de carburant? Maintenant, la question est de savoir comment ils vont réagir. À l'aéroport de Belém, le contrôleur aérien s'inquiète. Le vol 254 devrait avoir atterri depuis 10 minutes. Pas d'éclairage, commandant.
À ce moment, ils ont compris qu'il y avait un gros problème. Quand l'avion ne s'est pas présenté, l'alerte a été lancée. À bord de l'avion, la situation se tend. Il faut vite se poser. Le carburant va manquer. On y est presque. Quand il est passé au-dessus de l'endroit où il pensait trouver Belém, il n'y avait rien. Pourtant, Belém est très visible. Il ne comprenait pas ce qui se passait. On va essayer de capter une radio de Belém. Le commandant essaie de se régler sur le signal d'une radio locale. Il espère qu'elle pourra les guider vers la ville. Le radio compas automatique est capable de se régler sur des fréquences de stations de radio commerciales. Et pour eux, c'était capital, car il s'agissait d'une zone très peu peuplée. Il y avait très peu de repères visuels. C'est l'Amazonie là-bas. Le match couperé est diffusé par des stations de tout le pays. Le Brésil mène 1-0 à 20 minutes de la fin, quand soudain une polémique s'empare du terrain. Un supporter a lancé un fumigène qui a atterri juste à côté du gardien chilien. Il a fait comme si le fumigène l'avait touché. Et il s'est discrètement tailladé avec un bistouri. Il avait le visage couvert de sang. Et l'équipe chilienne a quitté le terrain. En abandonnant le match pour raison de sécurité, le Chili pouvait être déclaré vainqueur. Dans leur cockpit, les pilotes ont réussi à capter une radio locale qui diffuse le match. On va suivre le signal jusqu'à Belém. Virage à droite, cap à 165. Les passagers ne comprennent pas pourquoi l'avion fait cette nouvelle manœuvre. On était très inquiets. L'avion faisait des allées et venues. Les étoiles et la lune étaient d'un côté. Et maintenant, elles étaient de l'autre. Il y avait un problème. Qu'est-ce qui se passait? Le commandant est persuadé qu'il tient le bon cap. Il a identifié un point de repère sur son radar. C'est bon. On est au-dessus de l'Amazone. Belém se trouve sur l'estuaire de l'Amazone. En suivant la rivière, l'avion devrait atteindre la ville. Mais un sérieux problème apparaît. Alerte carburant! Le vol 254 manque de carburant. Les pilotes se rendent compte qu'ils ne pourront pas rejoindre Belém. Vous voulez que je prépare les volets? Ouais. Ils doivent se poser en catastrophe dans la forêt amazonienne. Volet à 2. Il faut faire une descente contrôlée. Je dois prévenir les passagers. Mesdames et messieurs, nos instruments de navigation ont eu un dysfonctionnement. Nous allons effectuer un atterrissage forcé. Il a dit qu'on allait faire un atterrissage forcé et qu'on devait se mettre en position de sécurité, tête baissée et jambes serrées. Et que Dieu nous aide. Ce sont ses propres mots. Et que Dieu nous aide. En cabine, c'est la panique. Certains priaient, d'autres buvaient tout ce qui traînait, et d'autres encore cherchaient le meilleur endroit où se placer en cas de crash. Un passager s'est assis à la dernière rangée, avec tout un tas de coussins, et il s'est emmitouflé dedans. À 20h45, le vol 254 tombe à court de carburant. Le réacteur gauche est le premier à lâcher. On a perdu un réacteur! Ça va aller. Je vais nous faire atterrir. L'autre lâche aussi! Son deuxième réacteur HS, l'avion de 37 tonnes s'approche peu à peu du sol. Vous fermez les yeux, votre vie défile, et vous demandez à Dieu de vous pardonner toutes vos mauvaises actions. L'impact est imminent. Sol en approche, redressé. Je vais nous poser proprement
Et doucement. Ensuite, on a commencé à toucher la cime des arbres. Et là, on s'attend au pire. Il a réalisé l'atterrissage le plus difficile de l'histoire de l'aviation. Dieu soit loué. Une fois l'avion arrêté, je me suis tâté tout le corps pour voir si j'avais des coupures ou des fractures. Et après, je me suis demandé si j'étais au paradis. Peut-être que j'étais mort et que j'étais déjà au ciel. Des 54 passagers et membres d'équipage, 48 ont survécu. Mais beaucoup sont gravement blessés, notamment le copilote Nilson Deal. Le copilote avait le côté perforé par une branche d'arbre. Et en plus, il avait une jambe cassée. Et la clavicule aussi. Nilson. Le commandant Garcés prend les choses en main. Je vais revenir, mais je dois aller voir les passagers. Le commandant Garcés en est sorti totalement indemne. Il n'avait pas la moindre égratignure. À partir de ce moment, il a fait tout ce qu'on peut attendre d'un commandant de bord. Il a aidé ceux qu'il pouvait aider et il a dégagé des débris tous ceux qui pouvaient l'être. Il faut qu'on vous sorte de là. Vous m'entendez? Avoir survécu au crash apparaît comme un miracle à beaucoup de passagers. Mais à présent, ils sont face à un nouveau péril. Ils sont au milieu de la forêt amazonienne sans nourriture, sans eau et sans la moindre garantie qu'on puisse les retrouver un jour. Le fuselage disloqué du Boeing 737 est l'unique abri des survivants du vol 254 de la Varig. Au même moment, les autorités brésiliennes tentent d'élucider cette disparition soudaine au-dessus de la forêt amazonienne. Elles se tournent vers le colonel Ronaldo Jenkins, un enquêteur de l'armée de l'air. Ils m'ont appelé en me disant qu'un avion commercial censé atterrir à Belém n'était pas arrivé à destination. Et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Ils sont partis de Maraba à l'heure, mais ils ne sont pas arrivés à Belém. Voici le secteur de recherche. L'urgence absolue, c'était de localiser l'avion et de trouver le meilleur moyen de le rejoindre. Parce qu'au début, on ne savait pas où il était. Les enquêteurs interrogent la dernière personne à avoir été en contact avec le vol 254, le contrôleur aérien de Belém. À en croire les contrôleurs, les communications avaient été plutôt normales. En dehors du fait que l'avion ne captait pas de signal en provenance du radiophare au sol, la station VOR de Belém. Il a dit qu'il approchait et il a demandé à descendre. L'aéroport de Belém ne dispose pas d'un radar. Le contrôleur ne peut donner aux enquêteurs que la dernière position transmise par le pilote. Quand il n'y a pas de radar, le contrôle aérien s'en remet aux techniques de navigation des pilotes et aux données qu'ils transmettent. Avec aussi peu à se mettre sous la dent, les sauveteurs concentrent leurs recherches sur un petit périmètre autour de Belém, mais aucun signe du vol 254. Il ne faut jamais débuter une enquête avec une idée préconçue de ce qui s'est passé. Explosion en vol, perte d'un moteur ou autre chose. En d'autres termes, on part simplement à la recherche d'un avion. Les enquêteurs passent aussi les données satellites au peigne fin dans l'espoir de trouver un signal en provenance de l'émetteur de secours de l'avion. Cette balise de détresse s'active en cas d'accident pour guider les secours jusqu'à l'avion.
Le choc a dû déclencher la balise. Il suffit qu'on arrive à définir laquelle est celle du vol 254. Mais le signal de ces balises est sur la même fréquence que d'autres transmissions d'urgence et complique la localisation de l'avion. À chaque fois que vous utilisez cette fréquence ou que vous parlez dessus, le satellite reçoit ces messages. Et donc il faut beaucoup de travail pour définir lequel indique la vraie position de l'avion. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt amazonienne, les rescapés du vol 254 luttent pour leur survie. J'ai fait partie d'un groupe qui est parti chercher de l'eau. Il y avait un ruisseau pas très loin. On a bu et on a ramené de l'eau aux gens qui étaient dans l'avion. Buvez. Tenez. Malgré ses efforts, Carlos Siqueira n'arrivera pas à sauver tout le monde. Certaines personnes étaient gravement blessées et souffraient atrocement. Des passagers ont commencé à succomber. Si les secours n'arrivent pas rapidement, le bilan s'alourdira. Le commandant espérait que les secours les trouveraient en quelques heures. Mais une journée s'est déjà écoulée et il commence à craindre que la balise de détresse ne se soit pas déclenchée. Elle fonctionnera si j'arrive à l'immerger. Certaines balises ne sont conçues pour s'activer que si l'avion s'abîme en mer. Dans le cas de l'avion de la Varig, c'était une radiobalise qui n'émettait que si elle était immergée. L'eau est rare et précieuse. Mais Garcés a une solution. Ils ont uriné dessus pour qu'elle soit immergée et qu'elle s'active. Je veux qu'on envoie un hélicoptère confirmer l'identité de ce signal. On fait tout pour trouver l'avion rapidement, parce qu'on sait que les gens ont leur meilleure chance de survie au cours des premières 48 heures. Après, le risque de décès des rescapés augmente. Après 2 nuits passées dans la jungle, les rescapés comprennent qu'ils ne peuvent pas se contenter d'attendre les secours. Les gens étaient faibles, parce qu'on avait de l'eau, mais rien à manger. Bonne chance. Un petit groupe s'enfonce dans la jungle pour chercher de l'aide. Plusieurs heures plus tard, ils tombent sur une ferme. Leur calvaire touche à sa fin. On a des survivants. Ça a été un soulagement de voir que le scénario était moins tragique qu'on ne l'imaginait. On avait hâte de se rendre sur place et de se mettre au travail. Mais une information abasourdit les enquêteurs. Où sont-ils? L'accident n'a pas eu lieu près de Belém. On l'a retrouvé ici. L'épave se trouve en pleine forêt tropicale, à plus de 1000 km. Comment ils ont fait pour se retrouver là-bas? Ça nous a stupéfait d'apprendre que l'avion était dans cette zone. Il était très loin au sud-ouest de là où on aurait dû retrouver l'épave. Je comprends pourquoi on ne localisait pas la balise, elle était à l'opposé de la destination. Pendant que les équipes de secouristes se rendent sur les lieux du crash, les enquêteurs font face à une question pressante. Il n'était pas censé être à cet endroit. Il s'était perdu en vol. Et la raison pour laquelle il s'était perdu était un mystère. L'armée brésilienne rejoint le lieu du crash du Varig 254. Les survivants sont évacués par les airs. 5 personnes sont mortes en attendant l'arrivée des secours et une 6e succombe peu après. Certains passagers sont morts, non pas dans l'accident, mais après, parce qu'ils n'ont pas reçu de soins médicaux. Beaucoup pensent que le bilan aurait été bien plus lourd sans la compétence du commandant Garcés. C'est promis. D'accord? Garcés a été érigé en héros par les Brésiliens. Il avait réussi à faire atterrir son avion dans le noir et il avait sauvé la vie de 42
des 54 personnes à bord. Je connais cet homme. C'est un bon pilote. Je vais nous faire atterrir. Les enquêteurs n'arrivent pas à comprendre comment un pilote aussi chevronné que Garcés a pu dévier autant de son cap. Quand je travaillais comme inspecteur chez Varig, j'avais supervisé Garcés à 2 reprises. Et j'avais pu constater que c'était un pilote discipliné et extrêmement professionnel. Il connaissait l'avion et il connaissait les procédures. Il faisait les choses comme il fallait. Nos instruments de navigation ne fonctionnaient plus. C'était très bizarre. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Le commandant explique que les instruments de l'avion ont eu une défaillance et que pour naviguer, il a été contraint de se régler sur une station de radio locale. Il a fallu improviser. On va essayer de capter une radio de Belém. En apprenant que l'équipage s'était réglé sur une radio commerciale, les médias se mettent à spéculer sur le fait que les pilotes se seraient perdus parce qu'ils étaient distraits par le match. On entend beaucoup de choses pendant une enquête. Beaucoup d'hypothèses sans fondement. Pour moi, cette accusation est insuffisante et non étayée. Sur les lieux du crash, les enquêteurs avancent. Ils récupèrent les 2 boîtes noires de l'avion. L'enregistreur de données de vol contient des informations détaillées sur le cap de l'avion. Les enquêteurs espèrent qu'elles révéleront pourquoi le vol 254 a autant dévié. On avait les 2 boîtes noires de l'avion. Les 2 pilotes étaient en vie. On était donc persuadé qu'on trouverait une explication. Ils récupèrent aussi un grand nombre de documents dans le cockpit. À cette époque, les éléments les plus importants, c'étaient les cartes de navigation, les manuels, les registres, tout ce qui pouvait aider les pilotes à diriger leur avion. Chaque page est soigneusement photographiée. En parallèle, les enquêteurs se servent des données de navigation pour reconstituer l'itinéraire de l'avion. Ils sont partis plein ouest, avec un cap à 270. L'enregistreur de données de vol a joué un rôle essentiel. Il nous a donné le chemin emprunté par l'avion, les positions, les horaires, tout le trajet de l'avion. Mais ces données dressent un tableau déroutant. Au lieu de partir au nord vers Belém, l'avion a mis le cap à l'ouest et a fait fausse route pendant tout le vol. Ils ont fait fausse route tout du long. C'était devenu maintenant le principal objectif de l'enquête. Comprendre pourquoi l'avion avait autant dévié de son cap. Pourquoi? Une panne du système de navigation pourrait être en cause. Mais quand les enquêteurs tentent d'en savoir plus auprès des pilotes, ils rencontrent un obstacle inattendu. Le syndicat des pilotes a envoyé Garcés et Zil à Rio et empêche tout interrogatoire pendant plusieurs jours. Le syndicat pensait que les enquêteurs voulaient faire porter le chapeau aux pilotes. Pour entendre les pilotes, les enquêteurs doivent se contenter des enregistrements du cockpit. Fais voir. On a perdu un réacteur! Je vais nous poser proprement et doucement. C'est la partie la plus difficile du travail pour les hommes qui enquêtent sur ce type d'accident. Entendre la peur dans la voix des pilotes. L'autre lâche aussi! Et écouter encore et encore la tragédie qui se déroule. Je vais nous faire atterrir. Repasse-la depuis le début. Les enquêteurs espèrent que les 30 minutes d'enregistrement leur diront pourquoi les pilotes sont partis dans la mauvaise direction. Mais la chance n'est pas de leur côté. C'est bon. On est au-dessus de l'Amazone. Au moment où l'enregistrement commence, les pilotes sont déjà égarés. Ce qui les a fait se tromper de cap s'est produit plus tôt. Les enregistreurs de conversation ne restituaient que les 30 dernières minutes de vol. La durée d'enregistrement n'est passée à 2 heures que depuis ces dernières années.
Le problème est survenu au tout début du vol. Et à cause de la capacité limitée des enregistreurs de conversation, on n'avait pas d'enregistrement. Les enquêteurs manquent cruellement de pistes. Ils examinent les instruments de navigation récupérés dans le cockpit. On a entamé une analyse complète de tout le système de navigation de l'avion. Le commandant a fait état d'un dysfonctionnement de son système de navigation qui aurait complètement fait perdre le cap à son avion. C'est bizarre. Quoi? On ne reçoit pas de signal. Les enquêteurs doivent trouver l'origine de ce dysfonctionnement. S'ils échouent, la vie d'autres passagers pourrait être en danger. Nous étions très inquiets, car il y avait au moins 13 avions du même type en activité rien qu'au Brésil. Si ça s'était produit une fois, ça pouvait recommencer. Douglas Machado et son équipe ont une pression énorme sur les épaules. Les enquêteurs envisagent la possibilité qu'une défaillance du système de navigation ait fait faire fausse route aux pilotes. Dans une situation où il y a une telle confusion sur l'endroit où il se trouvait, on est forcé de se demander quels équipements ont pu être défaillants. Ils soupçonnent la cargaison de l'avion d'être en cause. La queue du 737 contient un détecteur magnétique qui lui sert de boussole. Il identifie la direction dans laquelle l'appareil se dirige et transmet ces informations aux instruments du cockpit. Si en soute un bagage dégageait un puissant champ magnétique, il est possible qu'il ait embrouillé le détecteur. On a examiné toute la cargaison. On a tout passé au peigne fin pour tenter de trouver un élément qui aurait pu avoir une influence. Ils testent tous les composants du système de navigation et cherchent des signes de défaillance. Mais ils ne trouvent aucun bagage susceptible d'avoir affecté la boussole et tous les instruments fonctionnent parfaitement. On a vérifié que rien ne pouvait avoir provoqué d'interférence électromagnétique et que rien dans la cargaison n'avait pu entraîner un changement de cap. Mais les enquêteurs ont un coup de chance. Le plan de vol est retrouvé intact à l'intérieur du cockpit. Les compagnies aériennes en fournissent à tous leurs équipages. Ils contiennent des informations détaillées sur l'itinéraire à emprunter et sur le cap à suivre. Merci. Voyons ce que ça dit. La compagnie donne une impression du plan de vol aux équipages. Et il donne une série de points de la trace au sol à suivre pendant le vol. Et si la compagnie avait fourni aux pilotes un plan de vol défectueux? C'est peut-être la piste qu'ils attendaient. Je crois savoir ce qui a cloché. L'examen détaillé du plan de vol est révélateur. Dans le cas de la Varig, le système de plan de vol informatique était assez surprenant. Il y avait 4 chiffres. C'était très rare. Habituellement, il n'y en avait que 3. Les chiffres 0270 signifiaient 27 degrés, 0. Quand on a remarqué ça, on s'est dit que peut-être qu'au lieu d'entrer 027, le cap à suivre pour Belém, il avait tapé 270. Il devait partir au nord à 027. Le capitaine l'a lu 270 degrés, soit un cap à l'ouest, au lieu d'aller au nord-est. Ils sont partis vers l'ouest à 270. Il s'est trompé de cap. Il a orienté son avion vers l'ouest. Ce cap à 270 degrés, soit plein ouest sur une boussole, est à plus de 240 degrés des 27 degrés qui devaient les mener au nord. Le moment de vérité arrive quand ils font venir le commandant Garcés pour qu'il donne sa version des faits. Je vais essayer de vous aider, mais je crois que je vous ai dit tout ce que je savais. On a dit à Garcés, regardez, on a les plans de vol, les enregistrements, et on a épluché tous les documents. Où est la vérité? Dans un premier temps,
le commandant Garcés rechigne à admettre qu'il a commis une erreur. Dites-nous la vérité. Il n'y a pas eu de problème avec les instruments de navigation, n'est-ce pas? Mis sur le grill, Garcés admet finalement qu'il a mal lu le plan de vol. Écoutez, c'était une erreur involontaire. À partir de là, on avait la cause, ou du moins le contexte de l'accident. Les enquêteurs découvrent que la compagnie Varig a commencé à imprimer les plans de vol de cette nouvelle manière pendant que Garcés était en vacances. On comprend mieux la confusion. La Varig venait d'acheter des avions plus sophistiqués. Ils étaient équipés d'instruments qui acceptaient les décimales. Mais ça n'avait pas de sens pour ce vol, car les Boeing 737-200 ne prenaient pas les décimales. Une autre question émerge. Le copilote doit aussi entrer le cap donné dans le plan de vol. Alors, Nilsson, vous pensez que le Chili a une chance? Pourquoi a-t-il commis exactement la même erreur que le commandant de bord? Psychologue spécialiste de l'aéronautique, Kathleen Mosier a une réponse. Le copilote, après des années à travailler avec des commandants de bord qui ne se trompaient jamais et qui n'avaient pas à contredire, s'est contenté de rentrer les données du commandant. Le copilote était persuadé qu'elles étaient justes et un degré de sécurité a disparu parce qu'il n'a pas contre-vérifié. Il aurait pu remarquer l'erreur avant le décollage. Après le décollage, le pilote automatique fait ce que vous lui dites de faire. Le vol 254 de la Varig part plein ouest au lieu du nord, droit vers le soleil couchant. Rentrez le train. C'est une erreur incompréhensible. Ne se sont-ils pas rendus compte qu'ils volaient vers le soleil? Ça aurait dû les alerter. Ils devaient être très confiants en ce qu'ils faisaient. Les deux pilotes offrent des versions divergentes des faits. Il faut vite se poser, le carburant va manquer. On y est presque. Le copilote se protégeait. Il sous-entendait qu'il avait tout bien fait et que la faute revenait à Garcés. L'erreur de navigation initiale est venue du capitaine. Mais l'absence de vérification indépendante est une faute du copilote. Ce qui est affligeant, c'est que les deux pilotes se soient trompés. Il est à présent on ne peut plus clair que l'avion est parti dans une mauvaise direction dès son décollage. Une erreur que même certains passagers avaient remarquée. On s'est dit que la personne à qui se fier, c'était le commandant. Au moins 3 passagers ont prévenu les hôtesses que l'avion volait dans la mauvaise direction. Mais elles se sont dit que le commandant savait ce qu'il faisait. Et elles ne sont pas allées le prévenir qu'il faisait fausse route. On s'est dit qu'en vol, le commandant était maître à bord. Mais c'est ce que le commandant a fait ensuite qui a transformé une erreur en catastrophe. L'équipe du vol 254 de la Varig a commis une terrible erreur de jugement. On s'est réglé sur une station de radio pour trouver notre chemin. Au lieu d'appeler pour demander de l'aide, ils essaient de rétablir le cap sans reconnaître leur erreur. Son orgueil l'a empêché de demander de l'aide à son collègue parce qu'il s'était mis dans le pétrin. Ça aurait été une meilleure approche. Et leur tentative d'utiliser une radio commerciale pour trouver l'aéroport n'arrange rien. Ils croient à tort que le signal vient de Belém et le suivent en s'éloignant de leur destination. Quand vous vous réglez sur une radio commerciale, il est possible que vous receviez des contenus en provenance de différents endroits. C'est incroyable. Ils ont toujours pas repris le match. Il faut vérifier qu'il s'agit bien de la station en question. Il faut vérifier son indicatif. Cette validation est indispensable. Ils sont incroyables, ces mecs. Bien qu'aucune preuve ne puisse le corroborer, certains continuent de croire que les pilotes ont été distraits par le match. Des gens ont dit qu'ils écoutaient le match Brésil-Chili et que c'est pour ça qu'ils ne s'étaient pas rendus compte de leur erreur.
Mais les enquêteurs penchent plutôt pour une explication psychologique. Une bizarrerie de la nature humaine, capable de piéger même les pilotes les mieux entraînés. C'est bon. On est au-dessus de l'Amazone. Le commandant a vu une rivière qu'il a prise pour l'Amazone, au nord de Belém. Vous partez d'un postulat initial que vous estimez juste, puis vous cherchez des éléments pour confirmer ce point de vue. L'équipage cherchait des signes qu'ils étaient proches de Belém. Il a décidé de suivre cette rivière vers le sud pour rejoindre Belém. Mais la rivière qu'ils ont repérée n'était pas l'Amazone. C'était le Xingu, à plus de 900 km au sud de Belém. Ils ont suivi la mauvaise rivière. Comment on peut être désorienté aussi longtemps? Ils ont été victimes de ce que l'on appelle un biais de confirmation. La tendance qu'ont les personnes à favoriser les informations qui confirment leurs idées préconçues. On approche. Le biais de confirmation est l'une des déviations du jugement les plus fréquentes. Son aspect le plus insidieux, c'est qu'en général, on ne se rend pas du tout compte qu'on en est victime. Quand j'ai vu la rivière, j'étais persuadé qu'on approchait de Belém. C'est la preuve que n'importe qui peut se faire piéger. Même les experts doivent rester sur leur garde. En plus de 30 années passées à enquêter sur des accidents, c'est l'un des plus insolites dont j'ai entendu parler. Le rapport d'accident rend les deux pilotes responsables de la catastrophe. Quand les détails du vol et son énorme erreur ont été mis au jour, le capitaine est passé de héros à salaud. Les deux hommes sont jugés coupables de négligence et condamnés à des travaux d'intérêt général. Le rapport reproche aussi au contrôleur aérien de ne pas avoir lancé l'alerte plus tôt. Le contrôleur de la tour de Belém était trop préoccupé par le match entre le Brésil et le Chili. Il avait une oreille sur la diffusion de la rencontre et l'autre sur son travail. 254, autorisation accordée. Il aurait dû comprendre qu'il y avait un problème quand l'avion n'a plus été capable de contacter la tour autrement que sur haute fréquence. Un indice que l'avion devait être très loin. Tout le monde commet des erreurs. On ne peut pas totalement les prévenir. Alors, pour faire face à cela, il faut être conscient de la menace, essayer de repérer les erreurs quand on en commet et les réparer. Ces deux pilotes n'ont pas fait preuve du professionnalisme qu'on était en droit d'attendre d'eux. Ils n'ont tout simplement pas été au niveau. Après le crash du Varig 254, la compagnie a changé ses plans de vol de façon à ce que la décimale soit clairement marquée. La formation des pilotes a aussi été améliorée et le système de radar du Brésil a été modernisé et étendu à l'ensemble du territoire afin de réduire le risque de disparition d'avions. Un an après l'accident, en 1990, le Brésil a été éliminé en huitième de finale de la Coupe du Monde, gagnée par l'Allemagne. Le scandale du match Brésil-Chili a peu à peu disparu des mémoires, mais l'héritage du vol 254 perdure. C'est un cas d'école. L'étude et la compréhension de ce que cet équipage a fait est un exemple parfait pour aider les futurs pilotes à ne pas commettre les mêmes erreurs.